J'ai failli devenir comtesse. C'était le comte Guy de La Rochefoucauld. J'étais marquée par le La Rochefoucauld. J'arrive ici, je suis dans une villa qui s'appelle La Rochefoucauld. Oui, Guy était très très amoureux de moi. J'étais bien vue par Air France. Il m'avait aussi envoyé comme mannequin pour faire le manteau d'Air France. Les plus vieux souvenirs, eh bien, c'est à l'école que tu as vu là. J'étais une quatrième dans une famille de 5 enfants. On s'occupait pas beaucoup de moi, je dois dire. Et la maîtresse, elle s'occupait de moi. On m'avait pris exceptionnellement parce que ma mère avait dit à cette maîtresse qui était une de ses amies, Janine s'ennuie à la maison. Bon, qu'à cela ne tienne, Jeanne, je vais la prendre avec moi. Même d'habitude, elle doit avoir 5 ans pour venir, mais là, à 4 ans, ben, je la prends. Et puis, je n'essaierai pas de la faire travailler, je la mettrai avec des petits jouets, elle s'amusera, elle écoutera, et puis voilà. Mais elle sera occupée au milieu de jeunes filles, de petites filles. En fait, au lieu de jouer dans un coin, j'écoutais les leçons. Et à 5 ans, je savais lire et écrire. Donc, les maîtresses de ces classes-là, c'était 2 maîtresses, on dit à ma mère, Madame Latcha, votre fille est un prodige. Ah, très bien, dit ma mère. Et en quoi vous le voyez? Eh bien, à 5 ans, elle sait lire et écrire. Elle est première en tout, dans toutes les classes où je passais, j'étais première. Donc j'étais un petit prodige. Sans me flatter, hein, parce que mon père plus tard a dit, ah, hélas, prodige à 5 ans, imbécile à 20. Bon, donc ça prouvait que ça n'avait pas duré. Comme j'étais la 4e fille, j'étais très 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 gâtée, et par mes pères, et par mes frères, et par mon père, un peu moins par ma mère, qui trouvait que j'étais trop gâtée. Bon, très bien, elle était un peu sévère. Mais j'étais très gâtée par les hommes de la famille. Alors, mes parents, c'est très spécial. Donc, mon grand-père alsacien était catholique. Il est arrivé en France pour fuir les Allemands. Ma mère était d'une famille luthérienne depuis Luther. C'est-à-dire que tous mes grands-mères, arrière-grand-mères, arrière-arrière-grand-mères, grands-pères étaient des protestants. Et ma grand-mère, pour ne pas quitter la religion, a épousé un Suisse protestant, un Suisse alémanique, qui était horloger. Ils ont eu 6 enfants et ma mère était la 6e. Et ce grand-père horloger était un petit peu, un casse-cou et un petit peu noceur. Il était très très beau, c'est peut-être pour ça. Et il aimait bien la bouteille, au point que ma grand-mère, au bout de 6 enfants, et il ne travaillait plus beaucoup, a été obligée de prendre un petit commerce pour élever ses enfants, parce que le père ne rapportait plus un seul sou. Et elle a mis le père, ils avaient une petite maison, elle l'a logé dans les combles. Elle lui a dit, je ne veux plus te voir, on te montrera à manger, mais je ne veux plus te voir. Bon, très bien, parce que ma grand-mère était une maîtresse femme. Après ça, donc ma mère aidant sa mère dans cette épicerie, il y avait un jeune homme qui s'appelait Julien Latcha, qui dépendait de cette maison de transport Latcha. Donc sa belle-mère était encore la maîtresse, parce que son père était mort, venait livrer de la marchandise dans cette épicerie. Et je dois dire que, sans faux orgueil, que ma mère était très belle. La photo est là. Bon. Plutôt le portrait. Mon père lui la demande en mariage, sans avoir eu de relation, aucune. Un jour, revenant là, il lui dit, mademoiselle, vous me plaisez, voulez-vous m'épouser? Elle lui répond, monsieur, je suis d'une famille très protestante et vous d'une famille très catholique, c'est impossible. Bien, répond mon père,
qu'à cela ne tienne, je deviendrai protestant. Ah, dans ce cas, monsieur, et je crois qu'il lui plaisait beaucoup, il était beau, mon père, et ma mère lui plaisait beaucoup. Alors, ils ont décidé de se marier protestants, avec des enfants protestants. Et la belle-mère, qui était très catholique, n'était pas contente. Bon, très bien. Voilà. La guerre éclate, ils ont 3 enfants. Ils se marient en 1908, ils ont 3 enfants. La guerre éclate en 14. Mon père part à la guerre. Bon. Et mon père, donc, quitte la direction de cette entreprise de transport où il n'y avait que des chevaux. Il y avait une dizaine de chevaux. Moi, j'ai connu ma maison avec des écuries, des greniers à foin, et 10 chevaux à peu près. Et des voitures hippomobiles avec des pneus. C'était monté sur pneus pour les livraisons. Ma mère prend la direction de l'entreprise de transport pendant 4 ans, donc de 1914 à 1918. Lorsque mon père revient, il était beau mon père, ma mère aussi, la première chose qu'ils font, c'est moi. Tout de suite, au retour de guerre, je suis né. On comprend ça. Bien. Alors, j'avais 3 frères qui étaient nés avant la guerre, de 14. Julien, Freddy et Jean. Et la guerre étant là, mon père étant absent pendant 4 ans, nous possédions une entreprise de transport qui avait été créée par le père de mon père, par mon grand-père, en 1870, lorsque les Allemands ont occupé l'Alsace, puisque nous sommes alsaciens par mon père. Lorsque les Allemands ont occupé l'Alsace, mon père, ses parents n'ont pas voulu qu'il reste avec les Allemands. Ils lui ont dit, nous n'avons peu d'argent, mais nous avons des chevaux. On va te donner 6 chevaux et tu partiras en France. Et mon père, avec ses 6 chevaux, mon grand-père, avec ses 6 chevaux, est arrivé en France. Donc c'était en 1870. Et il a monté une petite entreprise de transport avec ses 6 chevaux. Voilà. Eh bien, cette entreprise, je peux en dire peu de choses, cette entreprise qui était une entreprise donc avec des chevaux, et moi j'ai connu les greniers à foin dans lesquels je jouais avec mes petites amies, j'adorais ça, c'était absolument comme si on vivait à la campagne. Et en 1920, c'est-à-dire à ma naissance, ils ont acheté leur premier camion, qui était en Dedion Bouton. Et en 1940, à la déclaration de guerre, l'entreprise comprenait 30 camions et 2 avions. Grâce à mon père et à ma mère, qui étaient des entrepreneurs extraordinaires, surtout, je dois dire, ma mère. Bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, ma mère est d'une famille montbéliardaise, de Montbéliard, depuis la Réforme. C'est-à-dire depuis que Montbéliard... Parce que Montbéliard, c'est une chose exceptionnelle, et on n'en parle jamais en France. C'est curieux. C'était le pays de Montbéliard qui comprenait Montbéliard et 30 villages autour et appartenait en 1510 au comté de Montbéliard. Ce comté de Montbéliard dépendait non pas de la couronne de France, mais des comtes de Bourgogne. Donc, le père, en 1510, le comte de Montbéliard avait 3 filles, pas de fils. Il a donné en mariage sa fille aînée en dot, le comté de Montbéliard et les 30 villages autour, aux princes de Wurtemberg. Les princes de Wurtemberg étaient protestants par Luther. Dès que Luther est arrivé, ils sont devenus protestants. Et pour te dire qu'on pensait encore aux princes, et nous sommes devenus les princes de Montbéliard. Après, ils ont fait des princes à Montbéliard, ça s'est appelé les princes de Montbéliard. Et ma grand-mère disait à ma mère était née en 1884, et ma mère disait encore à sa fille, ma grand-mère disait à sa petite fille, nos princes, en parlant des princes de Montbéliard, qui sont devenus totalement français à la Révolution. Alors là, c'était fini. À la porte les princes, et nous sommes devenus des républicains. Bon. D'abord, j'étais extrêmement gâtée, et je ne doutais absolument pas de l'avenir. Je me disais, je suis,
je suis quelqu'un d'extraordinaire. J'avais toute cette famille masculine autour de moi qui passait son temps à me gâter et à faire des compliments de moi. Donc j'étais devenue extrêmement orgueilleuse de moi. Voilà, c'est tout, après tout. Quand je jouais avec mes amis, c'était toujours moi qui dirigeais tout, parce que je voulais être la première partout. Au fond, ça a été très nocif que mes frères et mon père m'aient gâté comme ça. Dieu merci, ça n'a pas duré, et quand j'ai atteint 10 ans, c'était fini. Je n'étais plus orgueilleuse de moi, au contraire, comme je travaillais mal en classe à ce moment-là, j'étais très inquiète et en me disant, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Bon, très bien. Bon, quand j'ai eu terminé que j'ai eu mon brevet de fin d'études, ma mère voulait que je fasse des études médicales. Et à ce moment-là, mes parents, l'entreprise de transport a acheté des avions, parce que c'était à la mode, c'était l'aviation populaire, il y avait des avions un peu partout, des petits avions, on donnait des leçons, etc. Et mes parents ont adjoint à leur entreprise de transport 2 avions et un pilote moniteur. Et à moi, à ce moment-là, j'avais 15 ans et demi, 16 ans. J'ai dit non, moi je veux faire de l'aviation, Et j'ai commencé à prendre des leçons de pilotage avec le pilote de la famille, sur un avion qui s'appelait le Potez 60. Et alors, un jour, oui, ça c'est un petit événement, un jour, en me posant avec le moniteur, je n'étais pas lâché encore, on se posait environ à 110 km/h, on a perdu une roue. Et l'avion s'est retourné totalement. Et moi, je suis passé à travers le pare-brise et je me suis retrouvé à 10 mètres de l'avion dans le pré. Et quand j'avais rien. Mais j'avais la tête inondée de sang. Immédiatement, on s'est précipité sur moi et j'avais finalement une légère coupure à l'arcade gauche. Donc on m'a tout de suite mis des pansements, le copla, c'est tout bon, très bien. Là-dessus, je reviens chez moi et je pouvais pas j'avais 16 ans, je ne pouvais pas conduire une voiture, je faisais mes déplacements à bicyclette. Et j'arrive chez moi et ma mère me voit avec ce pansement sur l'œil et elle me dit, comme d'habitude, tu es tombé à bicyclette. C'était vrai parce que j'allais comme une folle à bicyclette et souvent il m'arrivait de chuter. Et je la regarde tranquillement et je lui dis « Non, je me suis retourné en avion. » Ma mère s'est évanouie. Alors, à 18 ans, je passe mon permis de conduire. À l'époque, il n'y avait ni auto-école, ni code. Et la personne, c'était quelqu'un de la famille qui vous apprenait à conduire une voiture, la voiture de la famille. Et c'était ma belle-sœur, qui avait le temps largement et qui conduisait, qui m'a donné des leçons de conduite avec notre voiture qui était une Peugeot 302. Donc le jour du passage de permis, elle me conduit à l'endroit où on était convoqué et le moniteur, enfin le type qui faisait passer le permis, me dit « bonjour mademoiselle, bien prenez le volant et monte à côté de moi, dans ma voiture ». Et il m'emmène faire un petit tour comme ça, pas très loin, autour d'un rond-point, je tourne, je reviens. À l'endroit où se tenait ce moniteur, son point de chute était en bistrot, bien entendu. Et alors, il me donne un papier et me dit, voilà votre permis. Oh bien, merci beaucoup monsieur. Ben c'est tout, c'est fini, vous avez votre permis. Oh, quel bonheur. C'est tout. J'avais 18 ans et 3 semaines. Et quelque temps après, j'étais chez mon frère qui habitait Montbéliard et mes parents habitaient un petit patelin qui était à 10 km qui s'appelait Slancourt. J'avais dîné chez lui le soir avec la voiture que mes parents me laissaient du reste et je devais rentrer. Alors je reviens chez moi et la route qui me conduisait de Montbéliard à Slancourt longeait les usines Peugeot qui étaient déjà très très importantes et c'était une ligne totalement droite. Il pleuvait à torrent, il était 10 heures du soir, et je roulais assez vite. Et qu'est-ce que je vois dans le pare-brise? 5 hommes qui barraient toute la route et qui marchaient. Et moi, j'arrivais à 80 à l'heure sur eux.
J'ai donné un coup de frein terrible et ma voiture a fait un tête à queue total. Et le tête à queue a balayé les 5 hommes. Ils sont tombés. Moi, donc j'avais 18 ans à l'époque, 18 ans, je venais de passer le permis. Je suis descendu de la voiture, il pleuvait, j'avais des cheveux blonds longs, j'étais affolé. Je pleurais même. Et ils se sont tous relevés indemnes et m'ont insulté. C'était des ouvriers Peugeot qui étaient un petit peu communistes sur les bords. Et cette fille, avec sa voiture qui nous renverse, alors quelle sale bonne femme. Et, alors moi je pleurais à temps. Oh, c'était affreux. Bon, très bien, on a fait venir le commissaire de police du Patelin qui était Sochaux, et puis, Sochaux, comme les footballeurs. Et puis j'ai eu un procès, puis voilà. Enfin, je conduisais depuis un mois à peu près. Ce qui est arrivé à mon père, en 1940, nous avions encore des chevaux, malgré les camions qu'on achetait, on gardait des chevaux. Et moi, j'ai vu dans les écuries 6, 7, 8 chevaux. Et mon père, quand il a su que les Allemands allaient arriver, 2 ans avant, il a dit à ma mère, les Allemands sont là dans 2 ans. C'était en 1938. Il a loué une maison dans le Midi en disant « S'ils arrivent, vous partirez dans le Midi ». Et il a loué une maison à Sainte-Foy-la-Grande. Et il l'a loué à Sainte-Foy-la-Grande parce que c'était un fief protestant. Bon, donc nous restions tous très protestants. Et en 38, donc en 40, quand les Allemands ont passé la frontière belge, ma mère est partie en auto, nous avions une Peugeot, bien entendu, puisque Montbéliard c'était le fief des Peugeot, avec ma sœur. Elles sont parties dans la maison louée par mon père en vue de l'arrivée de la guerre. Il avait loué pour une petite maison très modeste qui avait été en magasin et où il n'y avait pas d'eau courante. L'eau était dans le jardin à la pompe. Pas de toilettes à l'intérieur, des toilettes au fond du jardin. Évidemment, pas de salle de bain. L'eau, elle était à la pompe dehors, c'est tout. Il n'y en avait même pas dans la cuisine. Bon, très bien. Nous nous en sommes très bien accommodés, vu qu'on préférait être là que être resté avec les Allemands, ça c'est sûr. Malheureusement, voilà ce qui est arrivé. Mon père a voulu mettre ses chevaux à l'abri, parce que mon père était un cavalier émérite, il adorait ses chevaux, et il a voulu les conduire dans les montagnes du Jura, dans une ferme, pour que les Allemands ne les prennent pas. Les Allemands ne les auraient pas pris, c'est bien sûr. Enfin, lui, il était encore à l'époque de la guerre de 14-18. Bon, il va conduire ses chevaux. Il arrive dans un petit patelin à 700 mètres d'altitude, Mèche, qui s'appelle Mèche, vide. Tout le monde était parti en Suisse, parce que c'était à peu près à 30 km de la frontière suisse. Ils avaient tellement peur des Allemands que toutes les maisons étaient vides. Et il ne restait dans ce village que le curé et les bonnes sœurs. Bien, mon père trouve une ferme vide. Il met ses chevaux dans les écuries avec le palefrenier. Il avait un palefrenier avec lui. Et lui, il couche dans la maison du fermier. Et il se lève le matin, il ouvre ses volets, il ouvre sa fenêtre. Et à ce moment-là, une bombe allemande, les Allemands étaient environ à 20 km. Une bombe allemande tombe dans la cour de la ferme. Mon père est atteint de 3 éclats d'obus. Et mon père meurt en 6 jours, uniquement soigné par le curé et les bonnes sœurs, puisqu'il n'y avait plus personne. Alors, lorsque j'avais 5-6 ans, j'ai une tante, une sœur de mon père, était professeure de piano et organiste à l'église, elle était catholique, à l'église de Montbéliard. Et elle habitait au-dessus de chez nous, dans la maison Latcha, elle avait un appartement au-dessus. Et je l'entendais toujours jouer du piano. Et lorsque j'avais 3 ans, j'ai dit à mes parents, moi je veux jouer du piano. Mes parents n'étaient pas musiciens pour dessous, ça ne les intéressait pas. Bon, tu veux jouer du piano, parce que j'entendais ma tante jouer et donner ses leçons. Là-dessus, ils ont acheté un piano qui s'appelait en Terzen, tiens, je me souviens bien. Et puis j'ai commencé à prendre des leçons de piano. Pas du tout encouragé par mes parents, que ça n'intéressait pas.
Et j'ai joué à 15 ans, dans une audition du professeur, la deuxième partie de la première sonate de Beethoven, que je jouais très bien. Voilà. Et ma carrière pianistique s'est terminée là. Et ce qui est assez étonnant pour le piano, c'est que je n'arrivais pas à mémoriser le piano et que je peux vous dire qu'il y a 2 ans, je suis arrivée à mémoriser une partie d'arabesque de Debussy, une partie d'une sonate de Schubert, que je n'arrivais pas à mémoriser avant. Et donc j'ai pu mémoriser ces 2 morceaux de piano, et j'avais 92 ans. Ça, c'est pour que les les vieilles personnes ne perdent pas courage. Je dis ça. Hein? Ah, vraiment. Voilà. Quand j'étais dans ma pension de jeune fille qui s'était transformée en pension de tout le monde, puisqu'il n'y avait plus de jeunes filles, c'était la guerre. Il y avait de tout, il y avait des célibataires, des ménages, des hommes, des femmes, bon, très bien. Et il y avait un jeune homme qui déjeunait avec nous à midi et le soir, bon, qu'on m'a présenté. Et puis alors, moi, il avait 10 ans de plus que moi, tout de même pour moi c'était envieux, je trouvais. Bon, je ne faisais pas tellement attention à lui. Puis un jour, il m'a invité à dîner, voilà, puis alors il m'a dit que je lui plaisais, alors, bon, très bien, amourette. Hein. Mais il me plaisait aussi beaucoup, bon. Mais quant à aller coucher avec lui, jamais. Bon, il a même pas essayé, il a bien compris. Hein. Et au bout de 6 mois, j'ai su par des amis communs qu'il avait une maîtresse à Bordeaux. Alors, je dis ça, je n'admets pas. J'ai fait un paquet de ces photos qu'il m'avait données, de ses lettres et tout ce que tu veux. J'ai mis tout ça dans une enveloppe. Et j'ai dit à ma sœur, on habitait dans la même chambre, dans la pension. J'ai dit, ma sœur, quand Jacques viendra ce soir pour le chercher, tu lui donnes simplement l'enveloppe. Tu dis, voilà, de la part de ma sœur. Elle est partie dans les Alpes. Voilà, puis c'est tout. J'avais dit à un de mes amis, il faut me trouver un job à Paris. Bon, je retourne à Paris, je n'aime que Paris. Je m'ennuyais prodigieusement en province. Bon, il me trouve un job. Il me dit, écoute, voilà, j'ai un de mes camarades qui a monté une boîte de boutons en gros. Est-ce que tu serais... Il cherche une secrétaire. Oh, mais je dis, ben oui, moi, mais c'est égal, n'importe quoi, même bouton en gros. Alors, j'accepte pour revenir à Paris. Et je suis secrétaire du bouton en gros. Accessoirement, quand j'avais fait son courrier, il me disait « Soyez gentil d'aller à l'atelier pour faire les paquets avec les filles qui faisaient des paquets de boutons pour envoyer dans toute la France. » Et puis, quand j'ai passé à entrer à Air France, quand je me suis inscrite à Air France, tout de suite par mesure de politesse, j'ai contacté tout de suite mon patron, qui était extrêmement gentil. Et je lui ai dit, voilà monsieur, je me suis inscrite hier à Air France pour être hôtesse. Probablement, je peux rester encore un mois chez vous, mais probablement pas plus. Alors, mais je lui ai dit, mais si je ne suis pas acceptée, je continue à être chez vous. Alors il me dit tout de suite, vraiment, ça m'a fait plaisir. Il me regarde puis il me dit, mais vous serez accepté. Bon, alors je cherche quelqu'un. Oui, je lui ai dit, vaut mieux. Puis effectivement, un mois après, je le quittais. Alors je présente la première langue comme allemand, moi, puisqu'on avait le droit de présenter même le chinois, si on voulait la première langue. Et après, on passait 4 jours d'examen à Air France, au Bourget, dans les bâtiments américains, là, des grands bâtiments en bois. J'ouvre la porte et je me trouve devant une salle qui avait 25 mètres de long, c'était toute la longueur du bâtiment, au bout de laquelle se trouvaient 8 bonhommes derrière une table, le jury. C'était impressionnant. Et puis, c'était uniquement des types d'Air France. Hein. Et puis, une femme qui était devant eux, à qui je dois m'adresser, qui me pose des questions plus ou moins bêtes, plus ou moins intelligentes, auxquelles il fallait répondre avec intelligence, mais surtout pas avec bêtise. Et puis, les bonhommes ne disaient rien. Et alors, figure-toi que j'ai su, quand j'ai connu Jean-Pierre, il m'a dit, mais tu sais, j'ai voté pour toi, j'étais dans le jury quand tu es passé. Et je dis, ah! Et alors, eh ben, il m'a dit, le type qui était à côté de moi, il a dit, enfin, une vraie jeune fille française. Parce qu'il y avait de tout dans ces 700. Il y a même des prostituées, tu penses. Et alors, il me disait, alors quand une fille ne plaisait pas, il fallait qu'avec leur crayon ou leur stylo, ils tapent sur la table, toc, toc, toc. Et la femme qui nous interrogeait remerciait, on devait partir. Et les toc, toc, toc voulaient dire, celle-là, on n'en veut pas, on la barre.
Mais tu penses que je suis ressortie, on était 30 et on était 700 au départ. Et puis, quand on était 30 à Montjean, on vous sélectionnait à 15, on en prenait 15, elle vous posait des questions ahurissantes. Et il fallait avoir l'aplomb de répondre n'importe quoi, enfin, c'est quelque chose qui leur plaisait. Par exemple, elle me dit, mademoiselle, est-ce que quand vous serez dans un avion, vous savez, ça ne vous dégoûtera pas trop de porter les petits sacs? Tu vois ce que c'est que les petits sacs? Alors, je la regarde, la bonne femme qui interrogeait. Je dis, vous savez, madame, j'ai mon diplôme de Croix-Rouge. Et j'ai fait 6 mois de stage à l'hôpital Saint-Antoine. Alors, vous savez, ce n'est pas des petits sacs qu'on me faisait porter, c'était des bocaux d'urine. Elle n'a plus rien dit, la bonne femme. Je lui ai fermé le bec. À Air France, on vous engageait en vous disant, on n'a pas le droit de se marier, sinon vous quittez la compagnie. Bon, très bien, monsieur. Alors vous signez le papier, comme quoi. Bon, très bien, monsieur. Vous signez également le papier, comme quoi vous ne passerez jamais aucune chose à la douane. Non, monsieur, très bien. Et alors, je reviens de New York, et j'avais à bord Maurice Chevalier et Ray Ventura. Maurice Chevalier, la seule chose qu'il m'a dit, vous avez de beaux yeux, mademoiselle. Quel con. Bon. Il était déjà vieux. Hein. Bon. Et puis, à la fin du vol, presque à l'arrivée à Paris, Ray Ventura vient me trouver derrière. Mademoiselle, monsieur Chevalier voudrait vous demander un petit service. Ah oui, monsieur, volontiers, si je peux le lui rendre, ce sera avec plaisir. Mademoiselle, est-ce que vous pourriez lui passer un manteau de vison à la douane? Je dis ça à tout le monde quand il me parle de Chevalier. Ah, je dis, ne me parlez pas de ce gars-là, hein. Ah ben non, tu te rends compte, quel culot. Alors je dis à Ray Ventura, mais monsieur, nous passons nos contrats avec Air France, on a le droit de rien passer, même pas un paquet de cigarettes à la douane. Alors c'est pas pour passer un manteau de vison. Non, mais fallait avoir tous les culots. Tu t'imagines? Monsieur Chevalier, qu'on porte au nu maintenant. Ah, dis alors, ne me parlez pas de Chevalier. Non, non, alors ça vraiment, c'est du culot. J'ai eu des gens exceptionnels. J'ai eu le mari de Françoise Sagan, avec Lazareff, qui était le fils du fondateur du Petit Parisien. Ils étaient ensemble tous les deux, alors c'était mes VIP. Parce que quand on partait de Paris ou New York, on vous donnait le nom des VIP. Very important personnage. Moi qui parle mal anglais. Et puis au moment d'arriver avant New York, le mari de Françoise Sagan vient me trouver et il me dit mademoiselle, nous voudrions vous faire une proposition, mon ami et moi. Moi, je me méfie tout de suite. Quelle proposition? Voilà. Nous voudrions monter un bureau pour les Français qui viennent à New York et pour les renseigner, un bureau de renseignement. Et mademoiselle, nous trouvons que vous nous plaisez beaucoup. Est-ce que vous accepteriez d'être la directrice? Je dis non, monsieur, je ne parle pas assez bien anglais. Ça a été terminé, mais tu vois, on va faire ça. Une autre fois, je revenais de Casablanca, c'était le député des Alpes-Maritimes. Il vient me trouver et puis il dit, mademoiselle, nous avons besoin d'une speakerine à Nouméa. Est-ce que vous viendriez parce que vous avez une voix qui passe bien? Oh non, monsieur, je suis désolée, j'étais fiancée avec Jean-Pierre à ce moment-là. Enfin, je pense que je ne voulais pas quitter Jean-Pierre. Donc j'ai eu 2 propositions de situation, une à New York, une à Nouméa. On était les vedettes. Alors donc j'ai eu l'honneur d'avoir une interview dans Votre Beauté par la directrice de Votre Beauté. Alors j'arrivais de New York, je sors de l'avion et puis madame, faut le faire, son nom, c'était tout de même drôle, la directrice de Votre Beauté, elle était au pied de l'avion avec son photographe. Mademoiselle, voilà, nous avons une lettre d'Air France qui nous accrédite pour faire un reportage de vous. Elle me montre la lettre d'Air France, parce qu'il fallait l'autorisation d'Air France. Ah, très bien. Le jour de mes 29 ans, j'ai arrêté, tiens. C'est mon carnet de bord avec tous mes voyages. Voilà, ils sont tous inscrits avec les heures que je passe. C'est pour nous payer qu'il fallait le carnet pour par Air France. Voilà.
1947. Puis il y a le nom de nos avions, tu vois. BAZL. C'est pour ça que j'ai su que c'était l'avion qui s'était crashé à Santa Maria, parce que j'ai vu son nom, je savais son numéro, et j'ai volé beaucoup dessus. Heureusement que j'étais partie quand Cerdan s'est écrasé, hein, parce que j'ai volé sur son avion avec le même pilote. Et à ce moment-là, j'avais quitté, j'étais mariée. Figure-toi qu'une fois, il y a l'hôtesse qui me dit « Mademoiselle Latcha, ça vous ferait plaisir d'aller à l'île Maurice ?» À l'île Maurice? Mais oui, oh, quel bonheur, à l'île Maurice. Bon, ben alors, vous êtes désigné pour aller à l'île Maurice, vous partirez vendredi prochain. Bon. Quand je suis arrivée au bout de 15 jours ou 10 jours, je sais plus, j'ai vu la chef hôtesse. Alors elle me dit, l'île Maurice. Ah, je dis, écoutez, j'y suis allée une fois, mais je n'irai pas deux. Parce que je suis crevée. Vous n'êtes pas resté longtemps sur place non plus? Jamais. On ne restait pas, tu parles, l'île Maurice. On mettait 12 jours aller-retour. Quelle horreur. Quand je suis arrivée la première fois à New York, que j'ai dit, je suis restée tellement abasourdie. Mais c'était incroyable, toutes ces vitrines pleines de tout ce que tu veux. Je suis allée chez Macy's, c'était le grand magasin comme les Galeries Lafayette. Je m'achetais une robe par voyage, ça coûtait que 10 $. Alors, c'était pas cher. Du tout. La vie n'était pas chère du tout. Qu'est-ce que j'étais contente, tu peux pas t'imaginer. Ah oui, ces jours à New York, j'ai adoré. Air France, réseau aérien mondial, écho de l'air, mai 47. Entre deux croisières, interview d'une hôtesse. Et l'hôtesse, c'est moi. Voilà, Janine Latcha. Voilà, et ils m'ont interviewé tout le long, là, comme ça, jusque-là, voilà. Le type qui m'offre son cœur, là. Il était drôle. Alors, on part à Copenhague, et puis, avant de partir, on est tous, avant de monter dans l'avion, on voit l'équipage. Je vois l'équipage technique qui allait monter dans l'avion avec nous, nous faisons connaissance. Et puis, je me dis, en mon fort intérieur, oh, pour une fois, on a un beau pilote et un beau copilote. Et bon, très bien, alors on part, et puis le soir même, l'équipage me dit, alors, vous savez, la coutume veut, mademoiselle Latcha, qu'on aille dîner au Café de Paris, à Tivoli. Et alors, à ce Café de Paris, bon, on déjeune, on dîne, c'était le soir, et puis entre chaque plat, on danse, il y avait un orchestre. Alors, tout l'équipage m'invite, le radio, le mécanicien, le copilote, le navigateur, les stewards, tout le monde m'invite à danser. Et puis je m'impatiente, puis au bout d'un temps je dis, tout de même, vraiment, il n'y a que le commandant de bord qui ne m'a pas invité. Mais pourquoi il ne m'invite pas celui-là? Oh non, mais alors, il est mal élevé. Oh mais qu'est-ce qu'il est mal élevé ce type-là? Ah, à ce moment-là, au milieu du repas, je vois arriver une grande blonde. Ingrid, bonjour Ingrid, qui embrasse Jean-Pierre à pleine bouche, qui s'assied à côté de lui, danse avec un chic tout chic, et il ne me regarde même pas. Et puis je dis, je dis, j'ai compris. Ah oui, il y avait la Danoise qui l'attendait. Ah bon, très bien. Et ils sont partis, il pleuvait quand on est sortis, ils sont partis sous le même parapluie. Ah, j'ai compris. Alors quand j'ai bien connu Jean-Pierre, quand j'ai fait plusieurs Copenhague, elle était toujours au pied de l'échelle qui attendait le commandant de bord, quel qu'il soit. Air France a commencé à faire New York avec des avions, des Constellations, des quadrimoteurs, qui étaient des avions tout récents. On était 10 équipages et nous volions, je te dis, 2 fois par mois à peu près. Alors on couchait tous dans le même hôtel, si bien qu'on se connaissait tous, même si on n'avait pas volé avec un certain équipage athlétique, on le voyait à l'hôtel, puisqu'on passait tous 3 jours à l'hôtel. C'est comme ça que j'ai vu Jean-Pierre. Je l'ai vu non seulement comme mon pilote dans mon avion, mais c'était rare. Enfin, c'est sur 10, quoi, une fois sur 10. Et puis après, je le voyais à New York. À New York, il m'invitait à déjeuner. Il a commencé par m'inviter à déjeuner. Voilà, très bien.
Et l'idylle a commencé là. À ce moment-là, on était dans un hôtel qui était sur Central Park. On n'était pas à l'hôtel habituel. C'était chic, un hôtel sur Central Park. Et au rez-de-chaussée, il y avait une boîte de nuit qui s'appelait La Vie en Rose, en français. Et alors, alors on était là, alors il m'a invité à danser. Et puis alors, il y avait d'autres hôtesses, puisqu'on était plusieurs équipages, puisqu'on était tous les 3 jours, ça changeait, tu comprends? Alors il y avait toujours d'autres équipages. Alors je dis à Jean-Pierre, écoutez Jean-Pierre, écoutez Vilasec, je n'étais pas intime avec lui, faites danser d'autres hôtesses parce qu'elles vont être jalouses. Mais ça me plaît pas, j'ai envie de danser qu'avec vous. Ah bon, très bien. Ah, il était vraiment, c'était pas facile. Ça lui plaisait pas de danser avec d'autres hôtesses. La politesse, il s'en foutait. C'est bien comme à Copenhague où il était parti avec la danoise sans même m'inviter à danser. Il s'en foutait, il était avec celle-là, il partait avec celle-là. En 48, début 48, il a quitté Air France et il a fondé l'UTA, alors je ne l'ai plus vu. Mais comme il dit quelquefois avec ses avions, il se posait à New York, on se débrouillait pour se revoir à New York. Cette année-là, on était dans un hôtel en bordure de Central Park. Et alors, nous nous promenions au Central Park quand on était libre et quand on avait une après-midi pour nous. Et alors, Jean-Pierre m'emmène à Central Park, donc, et on s'assied au bord d'un petit lac artificiel à Central Park. Et il prend ma main et il me dit « Natacha, voulez-vous m'épouser ?» Voilà. Natacha, je vous aime. C'est drôle hein, que la déclaration d'amour a été faite à New York. Hein? Natacha, je vous aime. Bon, très bien. Qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai répondu oui. Il le savait bien du reste que je répondrais oui. Il l'avait deviné. On s'est mariés en septembre 1939, à Paris, dans le 7e arrondissement, là où j'habitais, à Paris. Et puis, on a eu un déjeuner chez ma sœur. Ma sœur, à ce moment, était mariée depuis 2 ans. Et alors, ils avaient loué une maison à côté de Fontainebleau avant. Et ma sœur m'a dit, écoute, pour ton mariage, je t'offre ma maison. Et alors, bon, il se trouvait que Jean-Pierre était protestant. On pensait se marier au temple protestant de Fontainebleau. Ma sœur est allée trouver le pasteur. Ah, il lui a dit, je ne l'ai marié que si vous me montrez le papier du divorce. Ah bon? Alors, quand il a eu le papier, il dit, votre beau-frère a tous les torts. Oui, mon beau-frère a pris tous les torts à son compte. Alors je ne les marie pas à l'église, au temple. Alors ma sœur a dit, vous ne les mariez pas du tout? Si, je veux bien les marier chez vous, dans votre maison. Si bien que j'ai été mariée à Avon, dans une très très jolie maison, qui du reste apparait dans Plaisir de France à l'époque, par le pasteur qui n'a pas voulu qu'on se marie au temple. Eh ben tant pis, on foutait, mais t'es bien égal. Et même s'il n'avait pas voulu nous marier, ça me laissait tranquille, ça me laissait indifférente. Non, la seule chose, c'est quand je l'ai présenté à ma mère, une fois qu'il a été divorcé, je ne l'ai jamais présenté avant. Elle était venue me voir à Paris, je lui ai dit, je vais te présenter Jean-Pierre, puisqu'on va se marier. Alors, je lui présente, il vient me voir rue de Babylone, où j'habitais, au 57. Je dis, maman, je te présente Jean-Pierre à Vilasec. Et je dis, Jean-Pierre, je te présente ma mère. Ma mère le regarde. Elle lui dit, monsieur, ma fille a eu de maintes occasions de se marier et dire qu'elle épouse un divorcé. Mais tel que. Première chose qu'elle lui dit. Je ne l'ai pas revue pendant 3 semaines. Et après, figure-toi, elle a fini ses jours chez moi à Bougival. Eh ben, son gendre divorcé, il l'a reçu pendant 10 ans. Alors que mes frères ne s'en sont pas occupés. Ils m'ont même pas remercié. C'était un Anglais qui avait acheté cette maison, qui l'avait entièrement restaurée. C'est une maison Napoléon III, ben, tu la connais. Et alors, tout de suite, elle m'a plu. Et puis en revenant, j'ai dit à Jean-Pierre, écoute, viens la voir, si elle te plaît, on la prend. Et puis il est venu tout de suite, on a dit
À l'anglais, on apprend. Alors, il y avait cette maison, puis on avait parce que Bougival est sur une colline. On était sur le pan de la colline, et au pied, on avait un jardin tout en pente, et au pied, à la hauteur de la rue, il y avait le garage. C'était une maison Napoléon III, une petite maison Napoléon III, où il y avait la place pour 4 voitures, plus un petit appartement au-dessus. Et il y avait encore une chose extraordinaire, il y avait dans la cour pavée des anneaux au mur. Et quand j'ai demandé à, je ne sais plus qui, à quelqu'un de Bougival, qu'est-ce que c'est que ça? Ils m'ont dit, c'était quand il y avait des chevaux. À cette époque-là, il n'y avait pas encore de voiture, d'automobile, c'était voiture à chevaux qui étaient dans ce garage. Alors, c'était une écurie. Et les anneaux, c'était pour attacher les chevaux quand on les laissait dans la cour. Ah, c'était très drôle. Bon, on achète la maison, puis c'est là où 6 mois après, je dis je suis enceinte. Que je n'y croyais pas. Bon, alors, Jean-Pierre était à l'UTA à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il voulait? Alors, au début, pour faire marcher la boîte, il était pilote, évidemment, mais il volait au point qu'il est tombé malade et que le docteur lui a dit « Monsieur, il faut vous arrêter en moi. Vous êtes vraiment en état de vraiment, vous êtes fatigué, il faut vous arrêter absolument. » Et alors, moi, j'ai vu Loubry, qui était le grand patron. Je lui ai dit, écoute, il faut que tu donnes à Jean-Pierre en congé, parce qu'il est très, très, très fatigué. Et alors, Jean-Pierre s'est arrêté en moi. Et il est parti tout seul avec sa voiture se promener en France, sans moi. Il s'est vraiment très bien posé. Bon, je suis enceinte. C'est pas possible. C'était jamais possible. Oui, je suis enceinte. Bon, il naît, 5 mois après, je suis enceinte. Non, c'est pas possible. Non, certainement. Moi non plus, je lui dis non, c'est pas possible. Luc naît à ce moment-là. 5 mois après Luc, je suis enceinte. À ce moment-là, je dis à Jean-Pierre, mais c'est affreux, écoute, je vais pas comme ça être enceinte jusqu'à 50 ans. Quelle horreur. Et alors, naît Marc. Puis après, on a continué à faire ce qu'on faisait toujours, puis j'en ai plus eu. Et je téléphone à ma mère qui était dans l'Est quand je suis enceinte de Marc. Et je lui dis, écoute maman, je suis enceinte pour la 3e fois. Alors ma mère, très calme au téléphone, ah tu sais, quand la porte est ouverte, il faut faire attention. C'était comme mon accoucheur. Quand je suis partie après la naissance de Marc, il me dit, Madame Villasec, ne revenez pas l'année prochaine. Parce que votre utérus, il est comme en chiffon. Il était usé. Très bien, je ne reviendrai pas. Ce qui était drôle, c'est que jamais Jean-Pierre n'était là pour une naissance, il était toujours en vol. Et alors il me disait, alors chaque fois on passe par fil, quand il communique de l'aéroport à l'avion, on lui dit, commandant, vous êtes père de famille, vous avez un enfant. Et il me dit, alors écoute, chaque fois ça m'a coûté du champagne. Hein. Alors tout l'équipage disait, champagne, champagne. Les 3 fois que j'ai accouché des garçons, il n'a jamais été là. Et alors, la 2e fois pour Luc. Mais alors, il fallait me conduire. Dieu merci, l'Anglais qui nous avait vendu la maison de Bougival nous avait demandé s'il pouvait encore garer sa voiture, c'est une Cadillac. S'il pouvait, parce qu'il y avait beaucoup de place dans le garage, en lui disant que j'ai pas de place à Paris, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut... Je dis, mais oui, il n'y a pas de problème. Et alors, il s'appelait Arthur, le chauffeur. Et j'avais pris sa femme, et ils habitaient au-dessus du garage, et j'avais pris sa femme comme femme de ménage. Et alors, comme ça, j'étais enceinte, j'avais demandé à Arthur. Alors là, j'ai des douleurs là au moment de Luc. Je dis à ma femme de ménage, demande à Arthur s'il peut me conduire à la clinique à Neuilly, clinique du château à Neuilly. Oui. Je n'avais pas tellement mal. Enfin, bon, il me conduit. Je lui dis, arrêtez-vous dans un bureau de tabac, je vais acheter Plaisir de France. J'achète Plaisir de France, toujours avec quelques douleurs. J'arrive à la clinique, la sage-femme vient me voir. Non, l'infirmière me fait me coucher, déshabiller, coucher, etc. Et la sage-femme arrive, et puis elle soulève les draps, elle regarde, puis elle me dit tout de suite à la dame d'opération.
Ah, je dis, pourquoi? Mais vous allez accoucher, vous le sentez pas? Oh ben oui, j'ai quelques douleurs, oui, d'accord. Bon, il est né comme ça, à toute allure. Et il pesait 4,5 kg. C'était le plus gros de tous. Donc Emmanuel, on l'appelait ce moi un petit peu qu'il lui dit, parce qu'il s'appelait Jean-Pierre Emmanuel, mon mari. Jean-Pierre Emmanuel Arthur. Alors je dis, écoute, pas Arthur, mais on peut appeler notre fils aîné Emmanuel. Là, il était d'accord. Et puis le deuxième, tu sais ou tu ne sais pas qu'il avait un frère officier qui était sorti de Saint-Cyr, parce qu'il avait mauvaise vue. Alors il ne pouvait être ni pilote, ni officier de marine. Donc il était entré à Saint-Cyr et il était parti en Indochine pour la guerre. Et le dernier jour, il devait rentrer en France. Le dernier, il était tué. Alors Jean-Pierre tenait absolument à ce qu'on donne son nom, et il s'appelait Luc. Il a été tué 5 mois après la naissance de Luc, avant la naissance de Luc. Puis après on a appelé Marc, parce que mon autre beau-frère s'appelait Marc. C'est mon mari qui choisissait Luc, Marc. Mais les filles, c'est pas lui qui a choisi, c'est moi. Là, les filles, il n'était pas intéressé. Il était intéressé que par les garçons. Alors, bon. Janine, j'aimerais qu'on parle de ce moine tant qu'on y est là. Qui c'est lui? Ben, ce moine nous a été offert à Jean-Pierre et à moi pour nos 50 ans de mariage. Et bon, très bien, je l'ai installé là. Et figure-toi que quand je suis seule, des jours à des jours, je le regarde, je lui pose des questions. Il me répond. Il est magnifique. Oui, il est très expressif. Et tu vois, il me regarde dans les yeux. Alors, ouais, il me regarde dans les yeux. Nous nous regardons tous les deux dans les yeux. Il s'est habitué à moi, hein, parce que ça fait au moins 16 ans qu'il est là. Et il me connaît bien, et moi je le connais bien. Alors, Jean-Pierre était pilote Air France, il était même moniteur Air France. Loubry, qui est un de nos grands amis, lui a dit un jour, moi je veux monter une boîte, j'ai l'argent, est-ce que tu viendrais avec nous? Et Jean-Pierre, alors il a contacté tous les pilotes d'Air France. Et tous ont dit non. Ah non, ils étaient dans le fromage à Air France, ils voulaient y rester. Tu comprends? Ils étaient pilotes d'Air France, bon, ben, on ne cherche pas autre chose. Hein. Ah non, on ne va pas se lancer dans n'importe quoi, alors qu'on a ils ont des grosses situations comme pilotes. Hein. Jean-Pierre a tout de suite dit oui, parce que Jean-Pierre avait un esprit un petit peu... il admirait par exemple Alain Gerbaud, quand il était jeune, qui avait fait le tour du monde en bateau. Il était très marin, hein, beaucoup plus marin qu'aviateur. Et il admirait tout ce qui était... il n'admirait pas tellement Mermoz, non, mais il admirait les marins. Et lui, il a passé son brevet d'officier de marine marchande, major de France. Mais il ne s'en est jamais vanté. Et alors ils ont commencé à 3. Ils ont acheté d'abord, avec cet argent, des Liberator. C'était de très bons avions, et c'était tout de suite après la guerre. Les États-Unis vendaient tout ce dont ils n'avaient pas besoin. Ils ont commencé à transporter des marchandises, puisque c'était des avions avec des gros ventres, comme des avions de transport. Et puis alors ils sont allés beaucoup en Afrique, et Loubry, qui était un malin comme tout, il a contacté les Africains, les patrons africains de toutes ces petites républiques, et il a dit, voilà ce que nous allons faire avec vous, on va monter en Air Afrique. Ah, tu penses si les Africains étaient contents, en Air Afrique chez eux. Et alors c'est grâce à Loubry qu'ils ont créé Air Afrique, toujours avec l'argent derrière eux, l'argent qu'ils avaient trouvé, l'argent de la société maritime. Et eux, ils étaient tout à fait d'accord, la société maritime était tout à fait d'accord pour monter ça, et c'est devenu Air Afrique. Et du coup, Air France n'a plus pu aller en Afrique. Il n'allait en Afrique qu'à Dakar, qui était l'escale pour aller en Amérique du Sud. Mais autrement, il n'avait pas le droit d'aller en Afrique. Air Afrique, c'était réservé à l'UTA et à Air Afrique. Il y a une société mondiale qui donne les routes aériennes à chaque pays. Et on n'a pas le droit de dépasser. Et la TAI avait la Polynésie. Quand ils ont vendu à UTA, UTA a hérité de la Polynésie. Voilà.
Et Air France était fou de rage. Air France n'allait pas en Polynésie. C'est pour ça qu'ils voulaient racheter. Tandis que l'UTA allait en Nouvelle-Zélande, à Nouméa, Nouvelle-Calédonie. Ils faisaient toutes les petites îles, puis ils faisaient Tahiti. Voilà, alors, bon, ça a marché merveilleusement bien, jusqu'au jour où ils ont vendu l'UTA, et c'est Seydoux qui a racheté, et Seydoux, l'aviation ne l'intéressait absolument pas. Ce qui l'intéressait, c'est de faire une affaire d'argent. Et je dois dire que Jean-Pierre, comme il s'exprimait très peu, il ne disait pas grand-chose. Je ne sais pas si c'est la boucle, ça l'a touché sûrement, cette affaire qui est retournée à Air France. Mais il était loin de là, il était déjà âgé. Donc je ne pense pas que ça l'ait tellement touché. Mon meilleur souvenir de vie, c'est la première nuit avec mon mari. À Paris alors, ou à New York? À New York. À New York, à l'hôtel Pierre? Non, c'était l'hôtel qui était en face là dont je t'ai parlé. On était allé dans Central Park. Puis alors on habitait dans cet hôtel alors qu'ils nous mettaient dans un autre hôtel d'habitude, ils nous avaient mis là. Je pense que l'autre hôtel n'avait plus assez de place. Au rez-de-chaussée, il y avait la vie en rose. Et une chose qui m'a fait extrêmement plaisir, c'est quand il était mourant, il était à l'hôpital d'Arcachon de la Teste, où il est resté 4 jours, puis il est revenu à Nastringue, à l'appartement. Et mon mari a dit une chose alors qui me fait tellement plaisir et que je garde dans mon cœur. Il a dit, vous savez, il faut bien que vous vous disiez que votre mère est une femme hors du commun. Et les filles me le répétaient après sa mort. Alors j'ai dit, je suis heureuse qu'il ait reconnu ça. Et qu'il vous l'ait dit. Parce qu'il ne me l'aurait jamais dit à moi, il était trop orgueilleux. Hein? Mais il l'a dit à ses filles. On n'était pas expansifs au camp, ni l'un ni l'autre, et on ne se disait pas des grandes déclarations d'amour, ni à l'un ni à l'autre. Oui, je pense qu'on se ressemblait un petit peu à ce point de vue-là. Donc j'avais une très grande maison, j'avais une femme de ménage, une bonne, espagnole, une femme de ménage tous les matins, quand j'avais mes 5 enfants, une repasseuse, une machine à laver le linge, bien entendu, qu'on avait déjà, et un jardinier. Jean-Pierre s'occupait de rien. Il se contentait de revenir de voyage, de se coucher, de dormir, et puis de remplir mon compte en banque tout de même. Donc, moi, alors j'ai commencé, parce que une fois que les 3 garçons étaient un petit peu élevés, j'ai dit je m'embête. Il faut, parce que j'ai oublié de dire qu'entre 16 et 18 ans, non seulement je faisais de l'aviation, mais je prenais des cours de dessin. J'ai pris par correspondance. C'était ABC, ça s'appelait. Et c'est à cette époque-là, les derniers cours, il y en avait une douzaine, où on commençait les portraits. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire le portrait de ma mère, de ma sœur, d'amis, tout ça, et que j'ai vu que je saisissais la ressemblance. Ce qui est assez rare, parce qu'on ne saisit pas toujours la ressemblance. Ça tient à peu de choses pour saisir la ressemblance. Ça tient à rien, quelques traits autour des yeux, quelques traits de la bouche. Sinon, c'est fini, ça ne ressemble pas.
Et puis ça me passionnait, les portraits. Alors, après la naissance des garçons, j'ai voulu faire un portrait de ma mère, d'après celui que tu connais, là, le jeune où elle a 20 ans, d'après une de ses photos. Et c'était vraiment très, très réussi. Et puis, après, bon, j'ai commencé à faire des portraits un peu comme ça, à droite, à gauche, mais sans beaucoup de... bon, je faisais ça pour me distraire. Mais surtout, ce qui m'a relancé dans le dessin, c'est quand j'étais à Nastringue, j'ai une amie qui est venue me trouver et qui m'a dit « Janine, je sais que tu as beaucoup dessiné autrefois, et il y a un atelier à Bergerac, avec un patron qui est un jeune peintre, et qui engage des élèves. » Alors on est allé le trouver, puis il a dit tout de suite « Oui, je vous engage, ça, c'est aucun problème. » Et alors, donc j'ai recommencé à 70 ans, 65 peut-être, j'avais 68 ans, je sais pas, avec mon ami, et il nous a tout de suite donné à faire des copies, alors à peindre, on a peint tout de suite, et il nous donnait des copies d'une image, une très belle peinture d'un peintre connu, puis il allait copier. Et alors on ne faisait que ça, on copiait. Et puis alors j'ai fait plusieurs portraits, et il m'a dit, tu saisis la ressemblance, tu sais, c'est pas donné à tout le monde. Alors on avait vraiment une atmosphère absolument comme à Paris, dans un truc comment ça s'appelle ? Un atelier. On se tutoyait, même à mon âge, ils me tutoyaient tous, et on s'appelait par nos prénoms. Ça m'a rajeuni du coup. Et alors, j'ai fait tout de même beaucoup de progrès chez lui. J'ai peint, et il m'a dit, et alors j'ai commencé à peindre, j'ai peint beaucoup, j'ai presque plus rien là. Du reste, tu as vu la peinture de Candice là, qui est sur le piano. Et il y en a d'autres que j'ai fait à droite, à gauche, que j'ai donné. Marc m'a pris beaucoup de peinture. Et mon chef d'atelier, là, qui était jeune, hein, c'était un garçon qui avait, je sais pas moi, 38 ans, 40 ans. Il m'a dit, tu sais, Janine, tu aurais été peintre à 20 ans et tu aurais travaillé, mais tu serais un très bon peintre. Il n'a pas dit un très grand peintre. Tu serais à l'heure actuelle, j'avais 75 ans quand il m'a dit ça. Tu seras très bon peintre à l'heure actuelle. J'ai dit, ben oui, je regrette. Mais alors j'adorais, toutes les semaines, j'allais à l'atelier. J'étais enchantée. Vraiment, parce que j'étais heureuse de peindre et de dessiner, tu ne peux pas imaginer. Et alors, quand j'ai peint mes deux premiers, là, il m'a dit, tu sais, je peux te les vendre à Paris, hein, je te les vends 1000 francs. Je lui ai dit, non, j'aime mieux les garder. Enfin, et tout de suite, il me les vendait. Et j'avais, à l'époque, j'avais presque 80 ans. Ouais. Tu vois, j'étais une retardée. Je leur dirais, si vous voulez retenir votre mari, ne vous révélez pas trop, ne vous montrez pas trop et ne l'assommez pas de votre amour. Il y a des femmes qui sont très expansives, et qui sont là autour de leur mari, et ça, il ne faut jamais. Il ne faut pas qu'ils pensent que tout est acquis. L'homme ne doit pas penser ça, surtout pas. Et instinctivement, je le savais. C'est pour ça que je ne l'ai jamais fait. Et d'autant plus qu'il était tombé sur une femme qui l'avait accablé de trop de caresses, je pense. Alors moi, je me gardais bien de dire quoi que ce soit.
Voyage dans la Lune, incroyable. Mais ils n'ont pas recommencé, c'est dommage. Chère Madame, le président de la République a bien reçu le message, accompagné du dessin que vous avez souhaité lui offrir. Sensible aux sentiments qui ont inspiré votre démarche, Monsieur Nicolas Sarkozy m'a confié le soin de vous en remercier très chaleureusement. Il se réjouit de pouvoir compter sur tous ceux qui, comme vous, tiennent à lui manifester leur confiance. Pour ma part, il m'est agréable de vous adresser le portrait officiel dédicacé du chef de l'État. Je vous prie d'agréer, chère madame, l'expression de mes hommages. Guillaume Lambert, c'était son secrétaire. Alors il m'a envoyé ça. Et je dois dire qu'il était réussi, le portrait que je l'ai envoyé. Vous l'avez en photo? Non, je ne l'ai pas en photo. Et il était très, très, très réussi. Ah. Oui, je conduis toujours. Et j'ai acheté, en dernier lieu, j'ai acheté un coupé Peugeot 208. Et mes petits-enfants me disent, oh, écoute, Mamouchka, parce que moi, dans la famille, on m'appelle Mamouchka. Mamouchka, tu conduis trop vite, et puis tu pouvais pas prendre une voiture de vieux, évidemment. Eh ben je dis non, j'ai pris une voiture, j'ai pris un coupé, parce que j'aime un coupé, c'était il y a 4 ans de ça. Mais alors, ce coupé, mais oui, mais tu savais pas encore, mon chéri, mais l'été, je drague avec mon coupé décapoté. Oh, ils n'ont plus rien dit. Et puis on commençait à mettre la ceinture. Et moi, ça me barbait follement de mettre cette ceinture et je ne voulais pas la mettre. Au début, beaucoup de gens ne voulaient pas la mettre, la ceinture. Et alors, mes petits-enfants encore, que je conduisais à la gare ici à Arcachon, mais Mamouchka, tu n'as pas mis ta ceinture? Ah non, ça m'embête. Mais Mamouchka, si on rencontre la police, oh, la police? Je leur dirai, oh, monsieur l'agent, j'ai un rhumatisme dans l'épaule, ça m'est impossible de mettre la ceinture. Et alors, eh ben, les agents me laisseront partir. Oh, ben Mamouchka, t'as du culot, oui. C'est l'âge qui me donne du culot. Voilà, c'est terminé ça. Peg Fèvre d'Arcier, qui a épousé un officier de cavalerie, parce que ma sœur a fait des études d'assistante sociale. Et elle était à Montbéliard quand de Lattre de Tassigny est arrivé avec l'armée qui arrivait du Midi, après la prise de Paris du reste, et elle s'est engagée immédiatement dans l'armée comme assistante sociale d'hôpital. Elle est restée un an, et elle a passé le Rhin avec l'armée de Lattre, elle est arrivée en Allemagne, et en Allemagne, elle a fait connaissance d'un officier de cavalerie qui s'appelait Jean Fèvre d'Arcier, et qu'elle a épousé. La fille du représentant des bijoutiers de New York, comment ça s'appelle? Il était le président de l'association des bijoutiers new-yorkais, des bijoutiers français, ou je ne sais plus le titre qu'il a.
Alors elle me dit, quand elle me dit, écoute, Janine, est-ce que ça ne te gênerait pas de rapporter une pierre de New York? Je lui ai dit non, non, mais une pierre, oui, une émeraude. Mais je lui ai dit, mais je ne peux pas l'emporter dans mon porte-monnaie. Alors elle me dit, non, non, t'inquiète pas, on va la faire monter en bague et tu la porteras à ton doigt. Je la mets à mon doigt. Et puis nous repartons à Paris. Et puis dans l'avion, nous avions une femme qui représentait les parfums, Estée Lauder. Elle était très très connue dans le monde de la mode, dans le monde des parfums, etc. Alors cette Estée Lauder, c'était une Américaine. Alors après le départ, je servais des plateaux et j'arrive avec un plateau et je le porte et elle voit l'émeraude. Elle me saisit la main. Elle me dit, vous avez une bien belle émeraude. Et moi, très gênée, je dis, oui, 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 je suis fiancée. Parce que l'hôtesse de l'air ne pouvait pas avoir une émeraude, surtout qu'on voyait qu'elle était vraie, c'était pas du toc. Oui, 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 je suis fiancée. Ah, mes félicitations, me dit cette dame. Je dois dire qu'en 45, oui, c'était en 46, 47, 49, on ne trouvait pas d'appartement, comme maintenant de reste, ni à louer, ni à vendre, on ne trouvait rien, ou très, 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 très cher. Finalement, on trouve un appartement boulevard Pereire, qui avait dû être la demeure d'une prostituée. Parce que c'était au rez-de-chaussée, tout était rouge à l'intérieur, j'avais jamais vu ça. Il y avait 3 fenêtres qui donnaient sur une cour, mais les fenêtres étaient barrées, on ne pouvait pas nous voir. Et il y avait une moquette rouge, un divan en soie rouge, c'est pour ça que j'ai pensé que c'était une prostituée, une table à jeu recouverte de rouge, une table basse en grand lit recouvert de satin rouge. Oh, c'était extraordinaire. Au fond, on la louait tout de même, parce qu'on était bien content de trouver quelque chose où enfin je pouvais faire la cuisine. Alors j'avais une toute petite cuisine, parce que dans le premier logement, on nous servait à manger. Il y avait une cuisine qui servait tous les appartements, c'était des flats. Il y avait un maître d'hôtel qui venait avant le repas. Madame Biasek, qu'est-ce que vous voulez manger aujourd'hui? Je me disais ça, et puis voilà. Alors au bout de 6 mois, j'en avais jusque-là, fini, oh là. J'ai dit, Jean-Pierre, il faut louer quelque chose, hein. Je m'ennuie à mourir. Bon, alors, donc on a loué cet appartement 49 rue du boulevard Pereire, tout rouge. Et alors je lui disais tous les jours, il faut que nous achetions quelque chose, il faut qu'on achète une maison, puisqu'on ne trouve rien à louer, il faut acheter une maison. Ah mais je ne veux pas être dans Paris, j'ai horreur de Paris. Il détestait Paris, en banlieue. Bon, alors j'ai commencé à chercher. Alors évidemment, on n'avait pas l'argent. Mais comme il était déjà à l'UTA, je lui ai dit, écoute, l'État doit bien quelque chose, ils peuvent nous prêter l'argent. Hein. Comme je connaissais très très bien le grand patron Loubry, qui, entre parenthèses, dans le dos de Jean-Pierre, m'avait fait des avances. Maintenant, tu sais, j'en étais revenu sur les hommes, hein, je peux te dire. Je trouve que la science exagère, qu'on va trop loin. Ça étouffe un petit peu la logique je trouve que la science est très néfaste maintenant. Elle est trop néfaste. Voilà. Bon. Enfin, ce qui a été tout de même très étonnant et qui m'a rendu absolument baba, c'est le voyage dans la Lune. Alors là, c'était à milieu de ce qui se passait dans mon enfance. C'était incroyable le saut qu'on a fait pour arriver à ça. C'était incroyable, incroyable. Alors là, j'étais très, très, très admirative. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.